Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui M. Jean-Louis Larmor, président et chef de la direction de Luxel, partenaire de Star Navigation System, compagnie que je connais pas bien, mais que je trouve dont ils ont un projet intéressant, en tout cas de notre temps, là, avec toutes les boîtes noires qu'on a cherchées en dessous de l'eau. Maintenant, peut-être qu'on va avoir de l'information sans avoir besoin de les trouver. On rencontre M. Larmor dès maintenant. Bonjour, M. Larmor. Bonjour. Expliquez-nous donc ce que c'est exactement. Moi, tantôt, je me suis avancé un peu en disant c'est comme si toute l'information des boîtes noires était en ligne, donc on avait l'information avant même d'être obligé de les chercher plus tard. C'est en fait ça. Toute l'information disponible à bord de l'avion sur l'ensemble de ces systèmes, l'ensemble de la santé de ces systèmes, est disponible directement en temps réel maintenant au sol. Donc l'objectif principal, c'est un objectif de maintenance et de prévention d'actes de maintenance, mais aussi prévention de sécurité si besoin est. Bien, pendant que la panique est prise dans un cockpit parce qu'il y a une grande difficulté, puis là, ils doivent s'occuper en premier de voler. Et donc, ça voudrait dire que quelque part, au bout d'une communication, quelqu'un pourrait aussi être au courant de toute la situation et même peut-être apporter du support. Alors, en temps réel, le système va permettre au sol, en général à la compagnie aérienne, de savoir exactement tout ce qui se passe à bord de l'avion. Donc, connaître exactement le rendement des moteurs, la consommation de fuel. C'est donc un impératif de maintenance, mais un impératif de cost saving, en mauvais français. Et en même temps, si quelque chose devient complètement fou, la boîte noire nouvelle, en fait, va transmettre immédiatement un afflux de données vers le sol et prévenir les opérateurs au sol, y compris le contrôle de trafic aérien, que quelque chose se passe. Donc, instantanément, on augmente les compétences à bord de l'avion. Exactement. Et au lieu d'attendre effectivement qu'un incident se passe et après l'incident, retrouver des données au sol ou ailleurs et dépouiller ces données, eh bien immédiatement, on a l'ensemble des informations qui sont disponibles en ligne. Donc, ça peut même se répercuter vers d'autres appareils si c'était quelque chose sujet de se reproduire. Prenons par exemple un avion qui va voler dans un nuage de cendres volcaniques. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Eh bien, le rendement des moteurs va faiblir. Cette information va aller au sol et l'ensemble du contrôle de trafic aérien va pouvoir prévenir les avions dans la même zone que quelque chose se produit. J'ai vu le documentaire de la première fois où ce cas-là s'était présenté. Personne ne comprenait. Ils pensaient que c'était des feux follets à l'extérieur de l'avion. Ça brillait, ça scintillait, ça s'enflammait. Et puis, il a crashé avant qu'ils comprennent c'était quoi l'histoire. Maintenant, ils connaissent cette donnée-là, donc elle peut être décelée. Déceler et identifier, et en même temps on peut communiquer par une voie montante par satellite les autres appareils dans la zone pour leur dire détournez-vous. Prenez quelques kilomètres à droite ou à gauche, ou en haut ou en dessous, afin d'éviter ce type de problème. Je trouve ça super sécurisant. Ça l'est. Oui, parce que moi, j'ai peur de l'avion. Je me sens bien, moi, les deux pieds sur terre ou dans un bateau, mais en l'air, un peu moins. Écoutez, bon, les actions de votre titre sont à leur plus bas, sont déjà été là en 2009, ils sont encore, mais on sait comment c'est, même si vous n'êtes pas dans les ressources, c'est quand même de la recherche, du développement et beaucoup de choses. Ça prend de l'argent, ça rapporte pas d'argent au début, mais là, on aurait des revenus en vue là, dans votre entreprise. Alors, on a signé un premier contrat avec une compagnie aérienne, donc un opérateur. On va monter sur 2 avions déjà de cette compagnie aérienne d'ici février ou mars. Les travaux sont déjà en cours. Et puis, on parle d'équiper l'ensemble de la flotte de cette compagnie, donc 5 avions, plus son extension avec des achats d'Airbus. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on parle d'Airbus ici, là, qui pourrait s'étendre à l'ensemble des avions d'Airbus? Voilà. À partir du moment où notre système monte sur un avion de type Airbus, on dispose de la propriété pour installer ce système sur l'ensemble de la flotte d'Airbus. C'est aussi ce qui a coûté cher et ce qui coûte cher à la société, qui est une petite société. Et puis, à partir du moment où on a ce droit, eh bien, on peut le marketer, on peut le vendre à d'autres compagnies aériennes qui opèrent des Airbus. Ça a d'ailleurs attiré l'attention d'Airbus lors du salon de Dubaï. Bon. Et on parle aussi de Boeing. Donc, vous êtes en négociation peut-être pour obtenir des tests avec Boeing? Nous avons déjà effectué des tests avec un Boeing 737 d'une compagnie aérienne canadienne pendant plusieurs mois. Ça a été assez long pour être sûr que l'on validait l'ensemble de la chaîne d'information. Et ça a été tout à fait réussi. Maintenant, on est en discussion avec cette compagnie aérienne canadienne et d'autres, et du secteur, sur des porteurs de type Boeing.
Bon, expliquez-nous maintenant comment vous allez, parce que, bon, les actions, des fois, ça veut rien dire, c'est parce que les revenus et les profits sont pas là. Du côté situation cash flow, comment vous faites pour fonctionner? Est-ce que vous avez des financements? Est-ce que vous avez de l'argent d'opération? Et par rapport à une mine qui a des énormes coûts vous pouvez jouer avec le développement. Je présume que c'est déjà pas mal développé. C'est quoi les coûts? Combien d'argent vous avez? Comment vous allez relancer le titre par en haut? Voilà. Alors, l'ensemble du développement a été effectué. En fait, toute la campagne de validation sur Boeing 737 nous a permis de valider la totalité de la chaîne. Donc, les calculateurs embarqués, les systèmes de communication, les systèmes de réception au sol, tout ça a été validé et prouvé. Donc, en termes de développement aujourd'hui du système vendable, il n'y a plus grand-chose à faire. Ce sont des coûts de marketing, pour l'instant, et de vente. Les coûts d'installation sont quasiment absorbés également, puisqu'on a maintenant les titres de propriété d'installation sur des porteurs de type Airbus ou Boeing. On fait encore de la recherche et développement pour d'autres applications, mais une partie de cette recherche et développement est financée ou sera financée en 2014, ici au Québec, puisqu'on va développer une application pour les hélicoptères d'évacuation sanitaire. Et là, on travaille avec le MedTech, on travaille avec le CHU de Sainte-Justine, et tout ça est couvert par un programme de R&D financé au Québec. Donc c'est essentiellement des coûts de vente et d'installation en 2014 et 2015. On a levé de l'argent, on a des revenus puisqu'on a déjà des opérations d'un système plus petit sur des hélicoptères du NATO et des Nations Unies en Afghanistan. Et on va commencer à partir de février-mars à recevoir des revenus avec cette compagnie égyptienne Al-Masriya. Donc, vous prévoyez, je ne sais pas combien ça vous prend de vente pour atteindre votre équilibre, votre break-even point en bon français aussi. On va compter en fait pour avoir un véritable démarrage des opérations 12 à 15 porteurs installés, c'est-à-dire 12 à 15 avions installés. Donc avec Al-Masriya, on vise 5 à 7 porteurs et puis on a d'autres opportunités qui sont en train d'arriver. C'est pas énorme, 12 à 15 porteurs sur les milliers d'avions. Je ne sais pas combien il y en a. Avez-vous une idée combien d'avions possiblement que vous pourriez Possiblement en termes d'Airbus A320, puisque c'est celui sur lequel nous montons avec Al-Masriya, ou bien le Boeing 737, on parle d'une flotte possible à chaque fois pour chaque type d'avion de 2000 appareils. Donc on va dire qu'on peut raisonnablement espérer, sur une période de 10 ans, atteindre 1000 à 1500 appareils installés. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui ont des systèmes comme le vôtre, qui fait ça, exactement ça? Qui fait la totalité de ce que nous faisons? Non. Non. Il y en a qui le font en partie. Voilà, qui font en partie, avec des angles de vue différents. Soit c'est un angle de vue purement sécuritaire, donc on va traiter 200 paramètres seulement de l'avion pour des raisons de sécurité, on en traite plus de 2000. Soit c'est des problématiques de maintenance des moteurs. Donc les fabricants de moteurs ont leur propre système pour traiter de la maintenance de leurs moteurs. Nous l'absorbons également dans l'ensemble du paquet d'informations que nous transmettons à la compagnie aérienne. Est-ce que vous avez est-ce que c'est breveté? C'est breveté, c'est absolument breveté au Canada, aux États-Unis et dans le reste du monde. Et c'est un brevet qui est totalement propriétaire de Star Navigation. Donc maintenant, c'est quoi les délais maintenant pour voir votre titre s'enflammer? Alors, en ce qui concerne les opérations, c'est plutôt ma partie. Ça, c'est vraiment ce que vos auditeurs veulent savoir. Voilà. Je dirais que les opérations vont réellement débuter au mois de mars 2014 et le revenu va débuter à partir de mars 2014. Donc, c'est très près. C'est très près. C'est demain. Oui, oui, on est la veille vraiment pour ça. Voilà. Est-ce que vous voyez quand même des financements ou vous autofinancez à partir d'aujourd'hui seulement qu'avec les ventes? On a suffisamment d'argent pour tenir plusieurs mois et une bonne partie de l'année 2014. Donc je pense qu'on sera capable de générer des revenus suffisamment pour nous permettre enfin de décoller puisqu'on est en aéronautique. Bon. Et puis, c'est quoi le taux de pénétration approximatif que vous croyez avoir? Premièrement, il y a combien de gens? Vous êtes combien à travailler chez Luxel? Luxel et Star Navigation, on est 25 personnes en tout. Donc on est une petite société ou deux petites sociétés, si vous voulez, qui se sont mises ensemble pour travailler sur ce système. Donc c'est pas énorme, les coûts d'exploitation sont très réduits. Hein. Le burn rate est assez faible encore et le sera encore sur l'année à venir.
Le taux de pénétration, il faut absolument que l'on ait d'ici le premier trimestre 2014 la quinzaine d'avions dont je parlais. Est-ce que vous avez des contraintes? Habituellement, dans presque n'importe quelle industrie, on a des contraintes. Dans votre cas, à vous, est-ce que c'est des questions de permis? Parce que les avions, ça vole au-dessus Mais je présume que vous n'affectez pas le vol des avions, vous ne faites que collecter des données, voilà. Donc vous n'avez peut-être pas à avoir des autorisations d'utilisation au-dessus de chaque pays que les avions passent. Ce n'est pas un système considéré comme critique, c'est-à-dire que déjà on n'a pas besoin d'avoir un niveau de réglementation embarqué lui-même de niveau critique. C'est un système d'information. Les deux contraintes que nous avons, c'est de pouvoir installer de manière sécuritaire le système à bord de l'avion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il fasse de parasites avec les autres systèmes, ce qui a été amplement validé et prouvé sur différents porteurs. Et puis l'autre, c'est de pouvoir utiliser des liaisons satellites. Donc on travaille aujourd'hui avec Iridium, la constellation Iridium, qui a bien été validée pour l'ensemble de nos travaux et de nos services ajoutés. Et on travaille avec d'autres porteurs et d'autres satellites également. Donc on sera capable, en fonction des différents pays, en fonction des différentes zones couvertes par les différents satellites, d'offrir ce système d'information. Comment s'est séparé finalement les droits à l'intérieur entre Luxel et Star Navigation? Qui est quoi? Qui fait quoi? Alors, Luxel est essentiellement le fabricant du matériel. Star est le systémier, c'est-à-dire c'est eux qui détiennent les brevets, c'est eux qui fabriquent et qui ont fait les logiciels de recueil d'informations, qui intègrent ce logiciel sur le matériel de Luxel. Donc aujourd'hui, en fait, c'est Star qui va collecter l'ensemble de l'argent et qui va redistribuer cet argent en termes de temps de communication à Astrium, par exemple, qui nous supporte également, EADS Astrium. Donc il y a le hardware et il y a le software collecteur de données. Exactement. Okay. Et c'est Star qui va servir de guichet unique, en fait, vis-à-vis de la compagnie aérienne, et qui va rétrocéder une petite partie du temps de communication, enfin du prix du temps de communication à Astrium, et qui va acheter le hardware chez Luxel. Donc pour les premières applications, Star n'a plus besoin de dépenser de l'argent vis-à-vis de Luxel, puisqu'on a déjà fourni les boîtes noires, enfin les boîtes, les calculateurs, et Star a simplement besoin de dépenser de l'argent pour finaliser l'installation à bord des avions et la mise en service. Et vous recevez, comment sont séparées les royautés entre les deux? Alors, Luxel n'a pas de royauté, Luxel est simplement le fournisseur de matériel, donc est payé à la livraison du matériel. Vous vendez du matériel. Voilà, c'est ça. Et Star, lui, va collecter l'ensemble de l'argent qui sera attribué au service auprès de la compagnie aérienne, rétrocéder une petite partie du temps de communication à Astrium, qui est un fournisseur en fait, de temps de communication, et en même temps collectera de l'argent, des royautés sur l'utilisation de ces logiciels auprès de la compagnie aérienne. C'est comme ça le modèle d'affaires, c'est basé surtout sur le temps de communication? C'est basé sur le temps de communication et sur l'utilisation, donc une sorte de licence qui est faite auprès de la compagnie aérienne. Bon, écoutez, ça a l'air vraiment bien parti. L'objectif de revenus, disons, sur les 5 prochaines années, combien vous pensez qu'une compagnie comme la vôtre pourrait générer de revenus annuels, disons, dans 3 ans ou dans 5 ans? Dans 3 ans ou 5 ans, je pense assez facilement, en fonction du parc que l'on espère installer, dans les 5 à 10 millions de dollars. À partir du point zéro où on est là, vous avez combien d'actions dans la compagnie? Personnellement? Non, pas vous. Il y a combien d'actions en circulation dans... C'est plusieurs millions d'actions qui sont en circulation. Je ne connais plus le nombre exact. OK, mais dans l'ordre de 25, 50, 150, 300 millions, il y a des compagnies qui ont énormément d'actions. Non, c'est moins que ça. C'est plusieurs dizaines de millions, mais c'est moins que 350, certainement. OK. Oui, mais c'est parce que ça a un gros effet, parce qu'à un moment donné, le profit se divise aussi par la quantité d'actions. Prévoyez-vous quelques financements que ce soit pour... Appel à des financements? Pour l'instant, non, puisqu'en 2014, on devrait arriver à couvrir, atteindre notre point neutre. Et puis, les financements pour la recherche et développement de nouvelles applications, c'est déjà bien engagé auprès des autorités provinciales ou fédérales au niveau du Canada. Mais là, si je comprends bien, on parle d'une technologie, mais on parle de Star Navigation. Donc, dans le fond, vous êtes chef de la direction de Luxel. Oui. Luxel, lui, fabrique, comme vous avez dit, les boîtes physiques.
Mais c'est Star Navigation System qui collecte l'argent. Donc, c'est eux aussi qui sont sur le marché boursier. Donc, c'est vous qui faites la promotion de Star Navigation, mais vous êtes le fabricant de boîtes. Voilà. En fait, Luxel est spécialisé en aéronautique et a depuis fort longtemps des marchés aéronautiques, aussi bien dans l'aviation commerciale que les hélicoptères, que les aviations militaires. Star a eu besoin d'un, si je peux me permettre, d'un expert en aéronautique embarqué et est venu nous chercher pour la fabrication du hardware et en même temps, en fonction de nos connaissances du marché, a demandé un support. Comme notre intérêt à nous, évidemment, est de vendre le maximum de calculateurs embarqués, nous aidons Star Navigation à commercialiser son système. Bon, c'est un bon travail d'équipe, qu'on pourrait dire. Mais écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter que vous voudriez dire à nos auditeurs avant de quitter? Ce que je voudrais dire, les remercier essentiellement d'avoir été aussi patients, parce que ce sont des systèmes aéronautiques, c'est toujours très long à valider. Hein. C'est quand même une industrie qui est extraordinairement conservatrice. On ne met pas à bord des avions n'importe quoi, il y a des gens à bord, donc on ne va pas les faire cracher. Et maintenant, on a été très gratifiés au Salon de Dubaï de pouvoir signer ce premier contrat, et votre arrive. Mais M. Larmor, je trouve ça intéressant. On a hâte de suivre les développements et je crois que c'est quelque chose qui est un besoin définitivement dans ce milieu-là. Puis on vous souhaite surtout bonne chance avec votre brevet. Quand on est petit, les brevets, c'est plus d'ouvrage à protéger. Absolument. M. Larmor, merci beaucoup. Merci.